Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sun Business. Aujourd'hui, on part découvrir une entreprise basée à Couëron. Oui, mardi 10 mai, je le disais il y a quelques instants, je vous emmène à Couëron pour partir à la découverte de Delta Meca. Mireille Bréhéret et Christian Caillé, ils sont les associés et dirigeants de cette entreprise. Ils sont mes invités ce matin pour ce nouveau numéro de Sun Business. Ça se passe à Couëron, comme je disais, et tout ça commence en 2008 dans un tout petit hangar à Vigneux de Bretagne. Vous nous racontez, je voudrais qu'on ouvre quelques secondes cet album de photos ensemble. Peut-être Mireille, pour commencer, nous raconter cette histoire qui commence en 2008. Alors en effet, on a commencé notre activité en 2008 sur Vigneux de Bretagne, dans un hangar. En 2009, on était un peu à l'étroit, on a déménagé dans un nouveau bâtiment sur Couëron. En 2011, c'était un peu trop petit, on a fait un agrandissement. Et nous avons également construit un nouveau bâtiment cette année. On a déménagé au mois d'août dans un local qui fait maintenant 2000 m², qui est beaucoup plus confortable et beaucoup plus fonctionnel par rapport à notre activité. Vous êtes les deux associés. Peut-être nous raconter cette histoire de votre rencontre entrepreneuriale. Vous veniez d'où ? Quelle est votre légitimité là, pour lancer cette aventure entrepreneuriale en 2008 ? Christian ? Eh bien, on est avant tout des collègues. On se connaît depuis 20 ans avec Mireille. On avait une expérience dans une histoire précédente, une autre vie, dans ce secteur de l'usinage, il faut le préciser, la sous-traitance mécanique, le tournage, le fraisage. Et en 2008, effectivement, on a décidé de voler de nos propres ailes. Et 2 ou 3 collègues ont demandé de nous rejoindre pour cette aventure. Créer une entreprise de mécanique en 2008, vous avez trouvé des investisseurs qui vous ont fait confiance en plein milieu de la tempête. Mireille. Alors en fait, la création s'est faite au mois de juin. La crise a commencé au mois d'octobre, donc on a démarré juste avant la crise. Par contre, on l'a eu de plein fouet, mais étant donné qu'on était vraiment sur une dynamique de développement, la crise, on vit avec depuis le début et ça ne nous gêne pas dans notre progression. Aujourd'hui, l'entreprise fonctionne très bien. C'est une quarantaine de salariés. Est-ce que vous avez besoin de recruter encore aujourd'hui ? Eh bien, effectivement, Christian Caillé. 40 salariés avec un grand nombre d'apprentis, d'handicapés. On est très représentatif de la population française. Aujourd'hui, notre seul problème qu'on a depuis la création, effectivement, c'était le recrutement. Un casse-tête, un véritable casse-tête. Donc, on est amené forcément à recruter, trouver des compétences en dehors de nos frontières. Car chez nous, c'est une carence, une pénurie. Il y a plus de formation. On ferme les centres scolaires. Et on n'a pas réorganisé un petit peu l'orientation par rapport aux différents niveaux et par rapport aux besoins de toutes ces technologies qui, depuis 20 ans, ont connu une très grande évolution. Ce sont des métiers tout à fait nobles qui nécessitent des compétences intéressantes, mais aussi intellectuelles. Les commandes numériques, on est à l'ère de la numérique également dans ces métiers traditionnels que peuvent être l'usinage. Bon, à une époque et à un moment où on parle évidemment emploi, Mireille, pourquoi est-ce qu'on a du mal à recruter ? D'abord, sur quel profil vous recherchez, de quel profil vous avez besoin aujourd'hui, et pourquoi, très clairement, les jeunes n'ont plus envie de travailler dans ces métiers-là ? Alors actuellement, nous recherchons des tourneurs commandes numériques et des fraiseurs commandes numériques. Effectivement, comme expliquait Christian, c'est le cauchemar depuis la création, les recrutements. C'est des métiers très traditionnels dans leurs origines. Et c'est des métiers qui ont été délaissés par les jeunes, qui sont méconnus malheureusement. C'est des métiers manuels, mais également il y a une grosse partie de commandes numériques maintenant qui fait que ça s'est encore intellectualisé. Et c'est des métiers qui sont méconnus des jeunes, que les centres de formation n'arrivent pas à remplir leur groupe. Et on est en carence sur nos recrutements. Christian, quand vous cherchiez justement, il y a encore tout récemment, j'ai vu que vous aviez posté sur le compte Facebook, ce sont des nouveaux, évidemment, médias en termes de recrutement. C'est l'occasion aussi aujourd'hui d'en parler à la radio. Vous mettez dans votre annonce tourneur et fraiseur commande numérique, poste évolutif, salaire motivant. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, salaire motivant aujourd'hui ? Combien est-ce qu'on gagne, pour être très concret, combien est-ce qu'on gagne aujourd'hui en tant que tourneur fraiseur chez vous ?
Chez nous, les salaires bruts, disons, on va parler en net, parce que dans ce milieu-là, on parle en net, c'est autour de 2 000 euros minimum. On va vers les 2 000 euros en fonction de l'âge et de l'expérience. Et il y a un fait, effectivement, qui va peut-être nous amener sur le sujet suivant, c'est la SCOP. Donc, cette transformation en SCOP, coopérative ouvrière, nous a permis aussi de partager les bénéfices, donc ce qui augmente encore d'autant plus le pouvoir d'achat des salariés. Mais ça, je pense qu'on... Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on est en train de se dire là, c'est que vous proposez aujourd'hui sur le marché du travail un CDI à 2 000 euros net par mois sur un métier qualifiant et que vous avez du mal à trouver. Tout à fait. Et que vous êtes obligé d'aller recruter à l'étranger. Voilà, tout à fait. On était obligés, encore aujourd'hui, on est forcément sur le territoire, on est avec tous les acteurs de l'emploi locaux, régionaux, mais étant donné qu'on nous propose personne et étant donné qu'on a un outil même qui fonctionne qu'à 80%, on est bien obligé de trouver des solutions par nous-mêmes. Mireille, quelle est la responsabilité de la classe politique ou de l'éducation nationale dans cette situation de désaffection des filières de notre jeunesse ? Je pense que là, il y a une réelle prise de conscience. Enfin, ça fait déjà un moment sur ce type de métier, mais c'est surtout la formation des jeunes, du monde enseignant également, je pense, qui n'est pas assez formé et qui connaissent pas ces métiers-là. Donc, forcément, ils ne vont pas orienter les jeunes vers ces métiers. Donc je pense qu'il y a un vrai problème à la base. On est dans un pays qui méprise, peut-être, il y a une forme de condescendance de ces métiers-là. Aujourd'hui, tous les jeunes ont envie de faire du code, peut-être d'être devant un ordinateur toute la journée, et plus tellement dans ce contexte, dans cet environnement. On est encore dans un fantasme de l'époque de Zola, peut-être, sur ces métiers-là. L'industrie est poussiéreuse, elle est pénible, cette industrie. Oui, on est tout à fait en désaffection par rapport à tout ce qui est travail manuel en France, je dirais. C'est tout à fait culturel. Il n'y a rien de très noble à vouloir voir ses enfants dans les filières techniques et manuelles. Donc il y a déjà effectivement ce fait culturel qu'il faudrait travailler avec nos politiques, avec nos médias. Mais là, on vous y contribue aujourd'hui. Je vous en remercie. Il y a également ce manque de recensement par rapport aux besoins de l'industrie. On a voulu, il y a 30 ans, désindustrialiser la France, aller vers le service et encourager la délocalisation. Alors qu'effectivement, il y a sur notre territoire, on y revient aujourd'hui, il y a un réel besoin et de l'avenir pour tous ces métiers techniques, toutes les filières, qu'elles soient bois, acier, les métaux du fer, etc. Donc effectivement, les métiers de bouche, on valorise également tous ces aspects-là et on revendique également nos besoins. Création donc de l'entreprise en 2008. En 2015, vous décidez, ce tournant évidemment important, d'ouvrir l'actionnariat aux salariés, et ça commençait déjà avec des contrats d'intéressement et un plan d'épargne entreprise. Donc la culture, elle était, on peut le dire, c'est un projet qui est né depuis le départ de l'entreprise. Vous souhaitiez ouvrir l'actionnariat aux salariés. Oui, depuis la création de l'entreprise, Mireille Bréré. On avait comme objectif d'ouvrir l'actionnariat aux salariés. En 2009, dès 2009, on a mis en place un contrat d'intéressement. En 2010, un plan d'épargne entreprise. Et puis maintenant qu'on est en SCOP, on a un accord de participation. Donc ce sont des outils financiers qui aident les salariés à épargner pour pouvoir monter au capital. Alors pour les entrepreneurs qui nous écoutent, les dirigeants de PME, d'ETI qui souhaitent passer sur ce modèle-là, on parle de SCOP, d'amorçage. Donc ça se fait en douceur, vous allez nous l'expliquer. Vous avez été accompagné par des dispositifs et notamment l'Union régionale des SCOP. Oui, l'Union régionale des SCOP nous a accompagnés sur la mise en œuvre du projet parce que c'était quand même assez complexe et il fallait également accompagner le changement de posture des salariés. Il a fallu mettre en place des formations pour faire monter en compétence un petit peu l'ensemble de l'équipe sur la gestion d'entreprise, la gouvernance et puis nos projets. Et la question, c'était l'accompagnement de l'Union régionale des SCOP sur la partie, on va dire, technique sur cette mutation. Vous parliez des collaborateurs, Christian, peut-être. Est-ce qu'il y a on peut se le dire entre nous, des résistances au départ de la part des collaborateurs qui sont issus évidemment d'une culture du salariat et qui peuvent émettre quand même quelques résistances au changement? 96% de nos salariés sont actionnaires. Et effectivement, nous, on a commencé à travailler sur la gouvernance, l'émancipation des femmes et des hommes de ces métiers-là, parce qu'effectivement, ils ne sont pas du tout préparés culturellement à être actionnaires de l'entreprise, même pour certaines régions locales, ce qui est surprenant. Je pense à la Brière, je pense à des coins comme la Chabossière, où on est culturellement très, très métallo ou très
prolétaire, ça n'a rien de péjoratif. Là, il y a des gens qui étaient tout à fait au pied du mur, se sont sentis un peu même gênés par rapport à l'entourage. Devenir actionnaire, est-ce que c'était un désaveu par rapport à la culture familiale? Donc on a, pendant 1 an, en fait, on a travaillé pour démystifier tout ça, et de manière à redonner confiance aux gens. Et ce type de montage, pour nous, est une alternative, peut-être pas pour toutes les entreprises, mais pour beaucoup d'entreprises, l'artisanat, les PME, de manière à créer une alternative par rapport à un système qui ne propose rien de nouveau, quoi. Est-ce que dans un premier temps, c'est la réussite de votre modèle économique qui a été le premier argument pour instaurer de la confiance, justement? C'est sûr que Ils ont regardé les chiffres, hein, ils ont vu que c'était solide, ils étaient prêts donc à investir et à devenir actionnaires de votre projet. Oui, tout à fait. On avait déjà une grande transparence sur la gestion de l'entreprise. On présente le bilan tous les ans aux salariés depuis la création. Donc là, on va un petit peu plus loin parce qu'il a fallu qu'ils s'investissent, qu'ils s'impliquent. Mais il y avait déjà une grande ouverture et il a fallu, oui, en effet, les rassurer. Et il a fallu monter un prévisionnel avec nos experts comptables, juridiques qui nous ont aidés à monter tout ce dossier-là. Investissement de départ, c'est quoi, 5 000 € par associé? On met 5 000 € sur la table pour devenir associé? Chez nous, c'est 5 000 € pour pouvoir devenir actionnaire. Il y a une autre raison, c'est que les régions Pays de la Loire, par le biais de l'URSSCOP, favorise cette transformation. Et à concurrence de 5 000 €, la région offre 5 000 € par salarié. Donc, effectivement. On voit les bienfaits en termes de productivité, de responsabilité des collaborateurs, évidemment, qui deviennent des entrepreneurs au sein de l'organisation. En termes de communication et notoriété, vous êtes aujourd'hui évidemment dans le studio parce que également vous avez eu l'audace de transformer votre modèle. On est arrivé au bout d'un cycle. Vous pensez que c'est généralisable cette affaire-là, que c'est duplicable à d'autres modèles et peut-être d'autres domaines d'activité au-delà de l'industrie? Oui, en fait, Christian Caillé. Pour nous, aujourd'hui, c'est une véritable implication politique que nous menons, parce qu'effectivement, on pense que c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, ça peut être une voie pas de salut, mais une alternative à ce que peut proposer, comme je disais précédemment, notre société. Effectivement, on vulgarise cette action pour les artisans, les petites entreprises, les chefs d'entreprise qui n'ont pas pensé à leur succession. La transmission fait partie également de la vie, d'une vie qu'on a chacun dans son parcours professionnel. Donc effectivement, on est aussi dans cette phase-là, en ce qui me concerne en tout cas. Ça veut dire quoi, Mireille, privilégier la hiérarchie de compétences plutôt que la hiérarchie d'autorité? La hiérarchie de compétences, c'est-à-dire que c'est vraiment les personnes en fonction de leur charisme et puis de leur engagement au sein de l'entreprise qui vont prendre des engagements et qui vont les assurer. Vous allez quitter vos fonctions, vous allez remettre, là ça se fait évidemment progressivement sur 7 ans. Quand est-ce que vous allez partir? Eh bien, il est prévu, c'est un contrat, il y a une charte qui a été signée. Moi, je partirai aujourd'hui dans 5 ans. Et dès lors, on met en place la succession. On a trouvé des charismes pour chaque métier. Et en fait, c'est en place. Donc, la scope, la hiérarchie transversale, c'est aussi s'appuyer sur les métiers, les compétences de chacun et les reconnaître. Mireille, peut-être juste dernière question et 10 secondes. Qu'est-ce que vous ressentirez sur le parking en quittant votre entreprise le dernier jour, là, avant de rejoindre votre voiture? Une grande satisfaction déjà de voir que ce projet qu'on mûrit depuis plusieurs années se concrétise et de voir qu'on a une solide équipe autour de nous avec un fort potentiel et qui nous rassure vraiment pour l'avenir de Delta Meca. Mireille Bréré, Christian Caillé, mes invités ce matin. Pardon de vous avoir un petit peu bousculé. Delta Meca, ça s'appelle Delta Meca et bravo pour cette initiative qu'on salue et que je voulais mettre en valeur ce matin dans ce numéro de Sun Business. Clémence. Merci Clément Lessort. Donc on rappelle que l'entreprise cherche à recruter